Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, nous avons analysé les grandes menaces qui pèsent sur les animaux et les plantes. La destruction de leurs habitats, la chasse et les trafics, et depuis peu, les variations climatiques. C'est donc bien l'homme qui est à l'origine de ces extinctions. Eh bien, voyons aujourd'hui quelles sont les solutions. Depuis l'apparition de la vie sur la Terre, il y a plus de 3 milliards d'années, les espèces naissent, se développent et s'éteignent. Et l'histoire de la vie sur Terre, on le voit sur ce graphique, a été marquée par 5 grandes extinctions, au cours desquelles plus de 60% des espèces ont disparu. La plus massive a eu lieu il y a 245 millions d'années, avec la disparition de 90% des espèces marines connues, et la plus connue concerne les dinosaures, disparus à la fin du Crétacé il y a 65 millions d'années. Ce sont des périodes où il y a accélération des extinctions. Eh bien, il semble que ce soit le cas actuellement, et nous serions entrés dans une 6e vague d'extinction. La Terre peut perdre 20% des espèces d'ici 2020 et 50% d'ici 2050. Alors, à l'origine de ces pertes, il y a nous, les hommes. Nous faisons reculer la biodiversité sur Terre, dans les forêts tropicales, mais aussi dans les milieux marins, sous l'effet du bétonnage des littoraux, de la pollution, le réchauffement des océans et la surexploitation de la pêche. Alors soyons plus précis en voyant les coraux, les mangroves et la pêche. Les récifs coralliens disparaissent dans les Caraïbes, l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est à cause de la pollution des engrais et des sédiments, des remblais, du tourisme, de l'augmentation de la température de la mer. En 2000, 27% des coraux avaient disparu dans le monde, définitivement, et d'ici 2020, 14% des récifs pourraient encore disparaître, définitivement. Or, les récifs coralliens, qui sont des animaux rudimentaires, font partie des écosystèmes les plus riches en biodiversité, au moins 400 000 espèces animales et végétales. Ils fournissent nourriture et protection aux algues, aux crustacés, à quelques 4 000 espèces de poissons. Les mangroves, maintenant. Ce sont des petits écosystèmes forestiers qui bordent les littoraux tropicaux et ils sont en voie de disparition sous l'effet du bétonnage. Et comme les mangroves servent de lieu de reproduction à de nombreuses espèces marines, leur disparition affecte la stabilisation des littoraux et la survie des poissons, donc les activités de pêche. La pêche maintenant. À l'exception des zones de pêche bordant l'Amérique du Sud et l'océan Indien, les autres océans du monde sont surexploités. La Méditerranée est même considérée comme vidée. Et l'Atlantique Nord est en voie d'épuisement des espèces. À l'origine de ce phénomène, ce sont les bateaux-usines qui pratiquent la pêche industrielle. Ils conditionnent et ils congèlent à bord et restent plus longtemps dans les zones riches en poissons. Résultat, dans l'Atlantique Nord, l'aiguillat commun, c'est un petit requin, est en danger d'extinction suite à la demande sur les marchés européens. Dans le reste du monde, 57 espèces de requins et de raies sont considérées aujourd'hui comme menacées. En Méditerranée, le nombre des dauphins a été réduit de plus de 50% depuis 1970, car sa nourriture a tout simplement disparu. Et puis les dauphins se font prendre dans les filets dérivants. Ces filets sont parfois longs de 3 km et ils blessent ou tuent phoques, marsouins, tortues. Sans compter, dans les régions des îles subantarctiques, les lignes flottantes pourvues d'hameçons. Elles sont interdites en principe car là viennent s'accrocher les oiseaux de mer, albatros, pétrels, donc elles sont mortelles. Le tableau est sinistre. Alors que faire ? L'homme, principale cause de la disparition des espèces, a-t-il les instruments pour corriger une telle configuration ? La réponse est plutôt oui, même si tout cela est bien tardif. D'abord, il y a la Convention sur la diversité biologique. C'est le premier accord mondial signé lors du sommet de la Terre de Rio en 1992. La Convention incite les États à la mise en place de dispositions de conservation ou de développement durable de la biodiversité. C'est un premier pas, sauf qu'il faut savoir que le Congrès des États-Unis, par exemple, n'a jamais ratifié cette convention. Concrètement, cela permet par exemple au Mexique, plutôt que de pratiquer la monoculture qui appauvrit la biodiversité, on favorise maintenant la culture de café disséminée dans la forêt tropicale. Les agriculteurs n'utilisent plus de pesticides chimiques,
mais les prédateurs naturels qui sont partie intégrante de l'écosystème. On a aussi l'exemple en Tanzanie, au lac Manyara, une réserve a permis la conservation du lac et ses forêts adjacentes. En Asie, près de 2 millions de riziculteurs ont reçu une formation améliorant leur connaissance de l'écosystème des rizières tropicales, à savoir quelles interactions entre les pousses de riz, les insectes ravageurs et les poissons élevés dans les rizières. Cela leur a permis de presque éliminer l'usage des insecticides, ce qui est bénéfique aux écosystèmes comme à la santé des hommes. Deuxième instrument de protection des espèces menacées, c'est la création de zones protégées et de parcs. Le premier parc naturel a été créé aux États-Unis en 1872, c'est le parc de Yellowstone. Le problème, c'est que ces espaces protégés, qui sont aujourd'hui plus de 40 000 dans le monde, sont surtout situés dans les zones tempérées et dans les pays industrialisés, et pas suffisamment dans les zones de biodiversité sous climats tropicaux, elles-mêmes dans les pays en développement. Et puis environ 50% des sites ne seraient protégés en fait que sur le papier, par manque de matériel, de moyens scientifiques ou manque de personnel. À l'échelle de l'Europe, maintenant, la protection des espèces est assurée par 2 directives contraignantes venant de l'Union européenne. Alors approchons-nous. La Commission de Bruxelles a voté 2 directives applicables dans les 15 et bientôt dans les 25 États membres. La première directive est votée en 1979. Elle concerne les oiseaux sauvages, avec mise en place de zones de protection pour les oiseaux en cours de migration, limitation des périodes de chasse, comme des espèces autorisées, interdiction de la destruction des nids, le ramassage des œufs ou le commerce des oiseaux. La seconde directive, votée en 1992, nommée Habitat, a permis la mise en place d'un réseau de zones protégées et le non-respect de ces directives est accompagné de sanctions applicables. Par exemple, Bruxelles a intenté, en 2004, une action judiciaire contre 8 États membres: l'Italie, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, l'Autriche, la Grèce, l'Espagne, le Royaume-Uni, tout cela pour non prise en compte des espèces protégées. Et puis le troisième instrument, c'est le rétablissement des espèces. Par exemple, les crédits européens ont permis de construire des passes sur des barrages qui étaient infranchissables pour le saumon du Danube. On peut aussi procéder à l'élevage en captivité pour ensuite favoriser la réintroduction sur site. C'est le cas de l'oryx d'Arabie, le rhinocéros blanc, le bouquetin des Alpes. On peut aussi limiter l'usage des pesticides et des herbicides. Je vous rappelle la baisse de la production de miel en France à cause de la destruction des abeilles due à un insecticide qui s'appelle le gaucho, et d'ailleurs qui n'est toujours pas retiré de la vente. Voilà, le bilan n'est pas très brillant, mais on peut toujours faire confiance aux générations qui vont venir. Voilà pourquoi il faut informer et former les jeunes sur la conservation, c'est-à-dire sur le fait que la vie des hommes sur la Terre, les plantes et les animaux, cela ne fait qu'un. Sait-on par exemple qu'au cours du XXe siècle, 80% des variétés de tomates ont été perdues. En Chine, 2000 variétés de riz ont été abandonnées en 30 ans. Pour la formation dont je vous parlais, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est basée en Suisse, fait ça très bien. Elle publie chaque année un bilan des espèces menacées. C'est sans doute le meilleur inventaire des plantes et des animaux et qui est préparé par des milliers de scientifiques et de biologistes. Mais pourquoi agir ? Eh bien parce que ce sont ces organismes vivants qui rendent la planète habitable. Et ensuite parce que Jurassic Park, c'est du cinéma. Une espèce disparue, c'est définitif. Et pour agir, il faut de la volonté politique et que nos mentalités changent. C'est-à-dire que nous comprenions que tout est lié. Nous ne sommes ni seuls, ni maîtres, ni éternels.